Ce que j'ai théorisé au fil des ans, grâce à ce compagnonnage avec Henri Jaillet, c'est qu'effectivement, ce qui fait l'intérêt de la viticulture bourguignonne, c'est cette reconnaissance des climats et cette reconnaissance que chaque climat donne un vin original. Et que plus on a un climat complexe, plus on est haut dans le terroir, c'est pas en altitude, mais c'est en complexité. Et d'ailleurs, en Bourgogne, c'est pas sur le plus haut ni sur le plus bas du coteau qu'on fait les meilleurs vins, mais à mi-pente. Et au sein de ces meilleures parcelles à mi-pente, il y a des climats particulièrement emblématiques qui méritent d'être vinifiés par eux-mêmes et qui donnent chacun un vin original. Henri était complètement pénétré par l'idée de terroir, cette idée de climat. En Bourgogne, on appelle le terroir le climat. Et cette expression du climat, du terroir, gouvernait tout ce qu'il faisait. Et la notion de climat, c'est une notion très, très ancienne qui remonte à l'époque bénédictine où les premiers moines bénédictins qui se sont implantés dans la région ont appliqué à la vigne la science aristotélicienne, Aristote ayant été le premier dans l'histoire des idées à dire qu'on pouvait délimiter le réel selon des lignes de partage naturelles. Il y avait peu de vignerons à l'époque qui avaient conscience de cet extraordinaire héritage qu'étaient les climats, de cette culture qui représentait. Et lui, grâce à sa culture personnelle, justement, et à cette façon qu'il avait d'envisager son travail, qui était d'aller au-delà de ce travail, de le regarder comme quelque chose qui le dépassait, je pense qu'il a vraiment contribué de manière extrêmement forte à perpétuer cette idée de climat, de montrer ce qu'elle était capable de produire et de montrer qu'elle était essentielle pour la Bourgogne, que tout le travail du vigneron était fondé sur cette idée de climat et que nous tenions tous entièrement par cette idée du terroir délimité, du cépage unique. Nous avons acheté une parcelle des Chezeaux, donc située dans les champs traversins. Champs traversins à la limite des champs traversins des Poulaillères, c'est-à-dire au cœur de l'Échezeaux historique. C'est-à-dire que ce sont des vignes d'Échezeaux qui se trouvent dans le petit courant d'air, petit microclimat donc de la Combe d'Orvaux. Il m'a dit là, Nadine, vous avez acheté une très très belle vigne, c'est une vieille vigne en plus, qui est magnifiquement bien située. Donc surtout ici, respecte bien ce terroir qui est très particulier. Tu verras, c'est un endroit où il y a un petit microclimat très frais, c'est très sain et ne va pas chercher à ce qui est impossible de trouver dans ces raisins qui sont dans ce genre de terroir. Tu dois chercher la finesse, tu dois respecter la finesse, tu dois respecter le côté très fin, très naturel de ce terroir, de ce secteur. Ne cherche pas à vendanger trop tôt, ne cherche pas à vendanger trop tard. De toute façon, tu verras, la maturité, elle viendra tout seul, sans aucun problème. Et ça, j'ai retenu ça cette fois-là, mais de toute façon, je l'ai complètement pris dans ma tête. Et je me suis rendu compte mais qu'il avait complètement raison, parce que depuis 1996, à chaque millésime, quelles que soient les conditions du millésime, et depuis 1996, on a eu des conditions très très différentes, je le constate à chaque millésime. Nous sommes dans un endroit particulier, il peut faire très chaud, mais il y a toujours ce petit microclimat, cette petite fraîcheur qui fait que là, on a toujours un état sanitaire parfait, même si dans d'autres endroits, on peut avoir des pressions de botrytis. Là, nous ne l'avons pas. Absolument pas. Et les raisins mûrissent. Il suffit d'être patient, mûrissent tranquillement. Ils arrivent toujours à une maturité, très bon équilibre. Et effectivement, depuis 1996, c'est toujours globalement pour moi, bon, je ne parle pas du Musigny, qui est un monde à part, c'est toujours le plus grand vin de la cave du domaine Jacques Prieur, quelles que soient les conditions du millésime. Facile, difficile. Donc voilà, c'est ça que je retiens d'Henri. C'est à chaque fois la justesse de ses propos. C'était véritablement un observateur. Pour moi, c'était la Bible quoi, des terroirs bourguignons. Il savait exactement, il connaissait parfaitement bien chaque terroir qu'il foulait. Voilà, c'est ça, c'est le côté fantastique. C'est la première fois où
où j'ai proposé à Aubert de Vilaine de recevoir Henri Jayer, et Henri Jayer a dit à Aubert de Vilaine, quelques propriétaires de la Romanée-Conti, à quel point un de ses plus beaux rêves aurait été de vinifier la Romanée-Conti. Ouais, ça m'inspire une certaine fierté, bien sûr, parce que je me dis, si, c'est vrai que, et je pense que c'est un petit peu le cas de beaucoup de vignerons de Bourgogne et de Vosne-Romanée, puisque la Romanée-Conti a ce côté que je n'aime pas personnellement énormément, mais ce côté un peu mythique. Mais je pense que chez Henri, ce n'était pas le fait que la Romanée-Conti avait ce côté mythique, je pense que c'est parce que elle représente pour les vignerons un petit peu le symbole de l'idée de climat. J'aurais aimé donc qu'Aubert de Vilaine puisse dire à Henri Jayer, mais c'était bien sûr impossible, que bah, tiens, cette année, c'est vous qui faites la Romanée-Conti. Cette phrase qu'il a prononcée vient, je pense, d'une conversation que nous avons eue où j'avais dit à Henri, Henri, ensemble, nous aurions fait de grandes choses, et il m'a répondu, oui, notamment vinifier la Romanée-Conti. Donc ça, c'était émouvant d'entendre Henri Jayer dire à Aubert de Vilaine, c'est la première fois donc qu'il allait au domaine, alors qu'il était à 2 pas du domaine de la Romanée-Conti. Et ça a d'ailleurs été une très très belle rencontre. Quand il disait d'ailleurs vinifier la Romanée-Conti, il voulait dire beaucoup plus que ça. Il voulait dire non pas seulement la vinifier, prendre les raisins et faire le vin, mais il voulait dire par ça manager la Romanée-Conti, la manager, la mener de la manière qui convient pour qu'elle puisse faire les très grands vins dont elle est capable. Et je suis persuadé qu'il y aurait extrêmement bien réussi. Il était dans un siècle qui lui convenait très bien, donc il n'était pas malheureux dans son siècle, mais incontestablement, je dirais qu'il est un mixte, au fond, de Rabelais et de Montaigne. Alors, Rabelais, pourquoi? Parce qu'il y a la truculence, il y a l'audace, il y a osé. Je rappelle quand même qu'il était, non pas montré du doigt par les voisins, mais tout le monde se disait, mais enfin, il pousse un peu le bouchon trop loin, il exagère, pourquoi de si petits rendements, pourquoi même un vin de Romanée 100% en barrique neuve, ça n'a pas de sens, etc. Donc, voilà. Et à la fois, c'était quelqu'un de très secret dans sa tour comme un Montaigne, qui, lui, n'écrivait pas, il n'écrivait pas avec donc de livres. Pour lui, sa bouteille de vin, c'était son expression. Chaque bouteille de vin était un livre qu'on lisait avec la langue et que les gens chez eux, comme dans leur intimité, allaient ouvrir. C'est devenu le vin Henri Jayer, je pourrais dire presque une personnalité. Parce que finalement, c'était son vin, mais c'était lui, le personnage qui était derrière. Et le vin pouvait... Moi, je dis qu'on pouvait le prendre quelque part en comparatif, en comparaison avec lui. Peut-être même pas en comparaison, mais plutôt en dédoublement, si vous voulez. Ah ça, il y avait quelque chose chez Jayer que j'aimais beaucoup, c'est que vraiment, il ressemblait à ses vins. Ou ses vins lui ressemblaient, c'est comme vous voulez. Mais là, il y avait une vraie symbiose, une vraie osmose. Il y avait une parenté tellement évidente que c'en était éclatant. Il suffisait de goûter un peu ces échezeaux, ces crocs parentout pour retrouver la personnalité de Jayer, sa bonhomie, sa rondeur, son côté fruité et son accent. Ses vins étaient costauds, et puis il y avait quand même également la tendresse aussi bien du personnage que du vin. Donc c'était une transposition, finalement. Et il y avait cet accord qui est pas toujours répandu, contrairement à une idée reçue, cet accord entre celui qui fait le vin et le vin lui-même. On sent qu'il y a des qualités, pas seulement, alors des qualités de rondeur, des qualités physiques, mais aussi évidemment et surtout des qualités morales, des qualités psychologiques qu'il développait lui dans sa vie, dans sa conversation, et qu'on retrouvait dans la subtilité de son vin. C'est ce qu'il m'a appris, c'est non pas de faire du vin une boisson, mais plutôt une philosophie globale de la vie.
on boit et on devient ce que l'on boit. Au fond, ils étaient inséparables, ils étaient indissociables. Le vin et Henri Jayer, son vin, ses vins lui ressemblaient. Et peut-être même, on aurait pu affiner encore plus le portrait et constater que certains de ces crus, certains de ces climats plutôt, correspondaient à un Jayer de bonne humeur un jour ou un peu plus grognon un autre jour, et ainsi de suite. Oui, vraiment, là, s'il y a eu un accord entre les vins et celui qui les fait, c'est bien Jayer.